Madame, monsieur, bonsoir. Bien, on se retrouve pour notre magazine sociétal hebdomadaire. Ce soir, un thème qui est un peu d'actualité, mais qu'il faudra bien sûr expliquer, puisque j'ai devant moi des gens très qualifiés. On commence par Palmira Roberton. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en droit et sciences politiques. Vous allez expliquer un peu pourquoi vous êtes ce soir dans cette émission. À ses côtés, Laurence Makiaba, qui est membre du collectif Jeunesse Guadeloupe. Bonsoir. Et M. Bandou, bonsoir, il est secrétaire général de l'UPG, c'est une figure connue en Guadeloupe. Et enfin, Sylvie Avril, qui est docteur en phytochimie. Alors, ce soir, on va parler de... Pardon? Sylvie Crane, j'ai dit Sylvie Avril, Sylvie Crane, pardon. Et ce soir, on va parler de biodiversité. Biodiversité, alors, la définition la plus simple que j'ai pu trouver, biodiversité, contraction de biologique et de diversité, représente la diversité des êtres humains, la faune, la flore, les gènes, etc. C'est bien ça? C'est ça. C'est ça, exactement. La diversité de la vie, en fait. De la vie. Alors, c'est un problème parce que pendant quelques jours, il y a moins d'une semaine, à l'Assemblée nationale en France, on devait débattre de cette question parce que ça nous intéresse, puisque le statut de la Guadeloupe n'ayant pas changé, nous sommes encore sous la couple des lois françaises. Et parmi ces lois françaises, une loi sur la biodiversité qui devait être votée entre le 24 et le 26. Finalement, ça a été repoussé et mis en commission. Seulement en Guadeloupe, ça pose problème. Ça pose problème de telle manière qu'un certain nombre de scientifiques, Henri-Joseph parmi eux, se sont mobilisés et ont commencé à alerter la population, alerter les élus, leur disant c'est pas possible que cette loi nous atteigne comme ça et qu'on empêche, alors j'irai vite, permettre aux Guadeloupéens de ne pas pouvoir utiliser leurs ressources très naturelles, c'est-à-dire les ressources de la biologie guadeloupéenne, de la biodiversité. Alors, il y a eu des conférences à Bimao, à Saint-Claude, il y aura encore d'autres conférences, les gens se mobilisent, les scientifiques, les agriculteurs aussi. Et aujourd'hui en Guadeloupe, beaucoup de gens se posent la question, qu'est-ce que c'est la biodiversité? Alors, moi je vais poser la question, non pas à un scientifique, mais à M. Bandou d'abord, comment lui perçoit cette question de la biodiversité? Alors, avant d'être secrétaire général de l'UPG, je suis quand même agriculteur. Hein? Oui. Donc, moi, je perçois ça, étant donné qu'on vit sur la planète, il y a toute forme d'êtres vivants, il y a les arbres, il y a les animaux, il y a le phytoplancton, il y a les humains. Et donc, moi, tel que je conçois ça pour mon territoire guadeloupéen, c'est que tout ça fait partie d'un écosystème. Et nous-mêmes, êtres humains guadeloupéens, nous faisons partie de cet écosystème-là, bien sûr avec les plantes qui composent notre biodiversité, les animaux, les poissons qui composent notre biodiversité. Et donc, nous, agriculteurs, effectivement, nous côtoyons tous les jours cette biodiversité. Oui. Et donc, dès lors que il y a quelque chose de ce type-là, de ce genre-là qui se prépare, eh bien, ça nous alerte et c'est important pour nous, à mon avis, de réagir. Et bien sûr, étant donné que ça n'est pas un problème d'agriculteurs, c'est un problème de la société guadeloupéenne, de la société mondiale même, puisque je pense qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à l'ère de l'or vert et donc forcément, il y aura des velléités sur cette biodiversité mondiale et bien sûr ramener à la Guadeloupe à la biodiversité de notre pays, la Guadeloupe. Alors, Pamela Auberton, vous êtes docteur en droit et sciences politiques. Visiblement, ça ne devrait pas vous concerner, mais du seul fait que c'est une loi qui va être votée, j'imagine que ça vous a interpellé au niveau de l'université, puisqu'on vous a vu, avec d'autres universitaires, alerter la population. Quel est le danger qui menace la biodiversité guadeloupéenne? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce projet de loi, c'est un projet de loi cadre. Donc, il y a plusieurs chapitres dans ce projet-là. Et il y a un chapitre qui nous a intéressés, c'était le chapitre 4, qui était sur l'accès aux ressources génétiques. Nous, on a analysé ce projet de loi avec une perspective domienne. On a regardé quelles pouvaient être les implications de cette loi sur la Guadeloupe, sur les entreprises guadeloupéennes, sur notre devenir aussi. Pas seulement sur la Guadeloupe, la Martinique. Sur la Martinique, mais la Guadeloupe était un cas d'espèce, en l'occurrence, mais effectivement sur les Outre-mer. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des choses intéressantes, puisqu'il faut bien prendre en compte que ce projet de loi, en fait, transpose un protocole, donc le protocole de Nagoya, qui est un protocole qui vise justement à lutter contre la biopiraterie. Si vous voulez, on reviendra après sur ce que c'est la biopiraterie. Et donc, qui vise à redonner aux populations plus de pouvoir sur leurs ressources génétiques et qui demande aux États de donner à leur population. Alors, en termes clairs, qu'est-ce qu'on appelle les ressources génétiques? Alors, les ressources génétiques, c'est ce que vous trouvez, par exemple, ce sont les gènes que vous allez trouver dans les plantes, dans les micro-organismes,
mécanismes dans les animaux. Par exemple, vous allez voir, certaines plantes ont des gènes qui permettent de lutter contre une maladie ou qui ont des propriétés. Et donc, c'est ces gènes-là qui font l'objet d'intérêt de certaines compagnies. On prend par exemple une plante comme Manzé-Marie, par exemple. Est-ce que c'est une plante qui rentre dans ce cadre-là? Mais à la limite, toutes les plantes peuvent rentrer dans ce cadre-là. En fait, cette loi intéresse tous les gens qui vont s'intéresser aux ressources génétiques, aux composés biochimiques de la plante. Donc, toutes les ressources, je pense que Sylvie peut-être pourra, qui est scientifique, qui ira peut-être plus en détail sur la science. Moi, j'étais plus pour la partie juridique, mais tout ce qui intéresse, toutes les ressources génétiques, toutes les propriétés, par exemple, avec une plante, vous pouvez peut-être par la suite faire du plastique, imaginons. Vous pouvez faire des médicaments, ou des couleurs, ou de l'huile. Eh bien, c'est toutes ces personnes-là qui vont travailler dans ce domaine-là, un domaine qui est porteur d'emploi, qui vont être touchés par cette loi-là. Alors justement, Madame Crane, vous avez une entreprise, Césac, je crois, et vous travaillez particulièrement sur ce qu'on appelle les manger pays, les produits pays. Alors en quoi la question de la biodiversité, ce projet de loi, peut intéresser ou ne pas intéresser votre activité? Donc en fait, le projet de loi sur la biodiversité vise à un peu encadrer l'utilisation de la faune, de la flore, et ensuite permettra d'encadrer leur utilisation. Donc moi je m'intéresse plus particulièrement à tout ce qui concerne la phytochimie, puisque c'est ma spécialité. Donc c'est la partie qui concerne donc les plantes. Et donc les manger pays, leur composition, leur utilisation, leur valorisation donc sera encadrée par cette nouvelle loi. Et donc les entreprises qui souhaitent valoriser ces plantes devront demander des autorisations pour pouvoir les utiliser, surtout en cas de nouvelle utilisation. Donc là, la loi est vraiment importante pour la valorisation donc, des plantes médicinales, des plantes cosmétiques, des plantes alimentaires. Quand vous dites plantes médicinales, ce qu'on appelle les remèdes rasiers? Les remèdes rasiers, tout à fait. Alors, je vais revenir vers vous tout à l'heure. Je vais m'adresser à Laurence Makaba, puisque vous faites partie du collectif Jeunesse Guadeloupe. Oui. Quel est le rôle de Jeunesse Guadeloupe dans cette affaire? L'an dernier, quand on a fait le BIC à Jeunesse, pour lequel il y a beaucoup de jeunes qui sont venus, qui ont donné leur avis, qui a été mis dans le projet Guadeloupe Pleine Société, il y a une partie économie dans laquelle beaucoup de jeunes ont dit, nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait plus de choses où on fasse des choses par nous-mêmes, qu'on se développe ici, qu'on a un développement endogène. Donc nous, on a transposé ça, on a fait un deuxième BIC à Jeunesse autour justement de l'or vert et de tout ce qui avait comme possibilité. Alors qu'est-ce qu'on appelle l'or vert? Parce que c'est des petits comme pas tout le monde. Alors pour comprendre tout bêtement, on parlait de biodiversité tout à l'heure et pourquoi notre cas est particulier. La Guadeloupe et essentiellement les DOM ont beaucoup d'espèces différentes de plantes. Chacune de ces espèces-là a des ressources génétiques. Il faut comprendre que Marie-Galante, juste Marie-Galante, a plus d'espèces végétales que l'ensemble de l'Hexagone. Que Basse-Terre a plus d'espèces végétales que l'ensemble de l'Europe. Oui. Quand on transpose ça en plantes, dans lesquelles on peut tirer 1, 2, 3, 15 médicaments, on comprend qu'il y a véritablement de l'or là, caché. C'est ce qu'on appelle de l'or vert. Donc. Voilà, c'est ça. Pour faire du cuir, pour faire des quantités de choses. Oui. Et donc en gros, ce qu'on a voulu faire en janvier, c'est de dire aux jeunes, ce qui va se passer là dans quelques années, dans 5 ans, dans 10 ans, c'est que c'est là qu'il y aura du travail. Mais pour ça, il faut aller faire des études dans ce cadre-là. Oui. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la moitié des jeunes de Guadeloupe qui sont nés ici, qui travaillent, ne travaillent pas en Guadeloupe. Ils travaillent autre part. Donc, il y a une inadéquation entre les études que les jeunes font et ce dont le marché du travail a besoin. Et à contrario, il y a des métiers de protection de l'environnement qui existent. Ce n'est pas forcément des Guadeloupéens qui y sont. Il y a des métiers de développement. Il y a une université ici qui forme des biologistes, qui forme des chimistes, qui forme des gens qui peuvent travailler dans ce cadre-là. Donc, c'était de leur dire, voilà ce qui peut se passer demain, il peut y avoir des métiers. Et là, la loi arrive. Et la complexité de la chose, c'est que ça part de bons sentiments. Ça part de très très bons sentiments, sauf qu'à force de mettre des petits flous et des petites phrases, enfin voilà, c'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas par exemple qu'on est une population particulière, une population d'outre-mer qui a des savoirs particuliers et que donc ils doivent protéger ces savoirs-là et qui donc ont un droit de dire je donne un permis à un tel, je ne donne pas le permis à un tel. Ou il faut conserver ceci, il faut conserver cela. On va entrer dans l'aspect juridique avec Pamela tout à l'heure. Je voudrais continuer le tour de table avec M. Bandou. En quoi les agriculteurs sont concernés réellement? Est-ce qu'il y a une menace sur des plantes, enfin sur votre production? Quel est le rapport qu'il peut y avoir entre cette loi et vous? Moi, ce que je voulais rajouter quand même, avant de venir sur la question, c'est de dire que je pense très sincèrement que cette loi cadre-là
l'idée de la France, c'est de protéger sa biodiversité. Oui. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plusieurs accords qui sont signés, les accords de partenariat économique, le Mercosur, il y aura bientôt l'Alliance Atlantique. Donc, c'est le libre-échange, c'est la libre circulation, et c'est là qu'on peut parler de biopiraterie. Oui. Ça peut faciliter la biopiraterie. Et donc, je pense que la France, dans sa vision, oui, tente de protéger sa biodiversité. Oui. Sauf qu'il faut savoir, pour étayer ce que tu disais, sauf qu'il faut savoir que la biodiversité représente 20% sur le sol français hexagonal et 80% en outre-mer. Tant sur tout ce qui est terrestre que sur les côtes au niveau de la mer aussi. Oui. Donc, en faisant ça, la France cherche à se préserver. Et nous, très sincèrement, le travail qui doit être fait, à mon avis, c'est d'amener des amendements pour dire effectivement qu'il faut tenir compte de notre réalité, puisque nous-mêmes, Guadeloupéens, Martiniquais, Réunionnais et Guyanais, nous faisons partie effectivement de cette biodiversité, donc elle nous appartient, en quelque sorte. Alors, moi je prenais l'exemple simple de la canne. Je suis producteur de canne. Jusqu'à présent, le système a voulu que l'on produise du sucre et du rhum avec cette plante-là, alors qu'il y a plus de 500 co- et sous-produits qu'on peut extraire de cette plante. On aurait pu imaginer, avec la fin des quotas sucriers en 2017, où le sucre guadeloupéen, qui est un sucre de qualité, va se trouver en concurrence avec du sucre de l'Inde, du Brésil, des sucres qui sont de moins bonne qualité, puisqu'il faut savoir aussi qu'il n'y a pas longtemps, avec le Grenelle de l'environnement, on a prévu effectivement que plus de 50% des molécules chimiques utilisées dans l'agriculture française doivent disparaître. Et donc, de fait, ça fait en sorte qu'on ait une agriculture relativement propre. Et donc, on a, en termes de résultats, un sucre aussi relativement propre, concurrencé sur le marché européen de manière déloyale, mais légale. Et donc, on aurait pu imaginer, à ce moment-là, effectivement, aller faire de l'innovation au niveau de la filière canne, sauf que dans cette loi cadre-là, il y a aussi un dispositif qui peut contraindre effectivement l'innovation, puisque dès lors qu'on fait de l'innovation, là aussi, il faudra aussi bénéficier d'un permis. Et donc, bénéficier du permis, il y a deux éléments. Il y a effectivement la pertinence du projet. Est-ce que le projet est pertinent? Deuxième chose aussi, la capacité financière. Est-ce que nous, Guadeloupéens, aujourd'hui, nous avons la capacité financière de développer? Est-ce que nous pouvons aller en concurrence avec de grosses sociétés, de grosses firmes? Donc, ça nous intéresse au premier titre, en termes de combat, pas aller nécessairement contre la loi cadre, mais faire en sorte que nos considérations, nos intérêts soient pris en compte. Donc, si je comprends bien, Pamela, et Madame Crane va peut-être répondre là-dessus. Si je comprends bien, dès le départ, il n'a pas été tenu compte des réalités du terrain, même j'ai envie de dire du terroir. C'est-à-dire qu'une loi a été posée comme beaucoup de lois en France, et puis il n'y a pas changé que la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, etc. Alors c'est ça qui nous a choqué au début. Dans les premières moutures du projet de loi, on s'est rendu compte qu'on ne prenait pas du tout en compte les Outre-mer, ni leur avis, alors même que les Outre-mer françaises représentent 80% de la biodiversité. Ouais. On a remarqué que dans les premières moutures du projet de loi, parce que là il y a des amendements, il y a des changements peut-être qui risquent de se faire, mais ce qu'on a remarqué au début, c'est que les Outre-mer, par exemple, étaient complètement exclus du processus de décision, donc ils ne pouvaient pas, qui décidait de l'autorisation? C'était une agence centrale à Paris, donc c'était des fonctionnaires parisiens qui allaient pouvoir dire si oui ou non, à partir de la canne à sucre, par exemple, on peut faire du plastique ou des cosmétiques. On a remarqué aussi que cette loi défavoriser nos entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises guadeloupéennes, puisqu'on s'est rendu compte qu'on pouvait vous retirer le permis si, par exemple, on estime que vos capacités techniques et financières sont insuffisantes. On a remarqué qui pouvait avoir les capacités techniques et financières suffisantes. On a remarqué qu'en France, il y a des gros groupes comme l'industrie agroalimentaire qui représente 159 milliards de chiffre d'affaires, l'industrie pharmaceutique, l'industrie du médicament. Et nous, on a remarqué que nos petites et moyennes entreprises font un chiffre d'affaires à peu près de 100 000 euros. Ouais. 100 à 200 000 euros. Donc, on s'est rendu compte que, clairement, qui allait être impacté négativement, ça allait être les petites et moyennes entreprises locales. On a remarqué aussi une troisième chose, c'est que cette loi applique le protocole de Nagoya qui demande de prendre en compte les populations locales, de les impliquer dans les projets. Elles ont leur droit de décider si oui ou non quelqu'un peut avoir accès à leurs ressources génétiques, si oui ou non on peut faire des profits. Et là, on s'est rendu compte que la France avait effacé le mot population locale ou population autochtone, elle a mis communauté d'habitants, et dans la définition de communauté d'habitants, on est complètement exclu.
Et donc, c'est ça aussi qui nous a interpellés. On a dit, les populations ultramarines représentent 80% de la biodiversité. Elles ont développé un savoir-faire qui est protégé par le protocole de Nagoya. Donc, on demande à ce qu'elles soient prises en compte pour que, justement, on respecte ce protocole qui protège les populations. Alors, Madame Kwan, Pamela disait tout à l'heure que les petites entreprises, puisque vous avez une entreprise qui fonctionne sur l'agroalimentaire, ce qu'on appelle rapidement les produits pays, vous vous sentiez un petit peu menacé par ce type de disposition s'il n'y avait pas des amendements? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, pour pouvoir utiliser et valoriser notre biodiversité, il faut demander des autorisations. Et donc là, il s'agit de mettre en place une agence... Des autorisations en France, hein? En France, oui. Oui. Donc il s'agit de mettre en place, avec cette nouvelle loi, une agence française de la biodiversité, dans laquelle les deux biens ne semblent pas être représentés. Donc, comment protéger et expliquer la bonne utilisation de cette biodiversité, défendre un peu ces petites et moyennes entreprises, comment vraiment protéger ces utilisations. Donc avec l'Agence française de la biodiversité, dans cette agence, il faudrait qu'il y ait des représentants des des collectivités d'outre-mer et qu'ensuite, qu'il y ait aussi un comité d'experts qui donnerait un avis sur la qualité des projets et sur leur utilité aussi en termes économiques. Et donc, ce comité d'experts donnerait un avis à cette agence qui permettrait d'encadrer un peu alors, je vais essayer de décrypter tout ça. Alors, tout à l'heure, Mme Makiaba disait que des jeunes Guadeloupéens sont formés en biodiversité, par exemple, ils ne peuvent pas travailler ici. Donc, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire simplement que si cette loi était passée telle qu'elle, ça permettait, ça bloquait pratiquement des emplois pour des jeunes Guadeloupéens, c'est ça? Ça bloquerait un développement qui ne soit pas un développement rapporté d'ailleurs. Voilà. C'est-à-dire que ce qui se passe avec cette loi-là, c'est que telle qu'elle est faite, c'est les gros labos qui vont arriver. Déjà, il n'y a pas d'obligation de secret. C'est-à-dire que, par exemple, Madame Crane envoie un document en disant, voilà, je vais faire une crème avec le galba, elle l'envoie à l'agence. L'agence n'a aucune espèce d'obligation de garder le secret dessus. On peut lui répondre à elle qu'elle n'a pas les reins suffisamment solides pour ouvrir une entreprise et donc embaucher des Guadeloupéens à long terme et créer des emplois. Mais derrière, on peut voir que L'Oréal arrive ici avec ses experts ou autres qui peuvent utiliser la ressource. C'est de ça dont on ne veut pas. C'est qu'on voudrait qu'il y ait vraiment une gestion locale de la chose, surtout qu'il y ait une autre partie dont on n'a pas encore parlé, c'est le partage des avantages. C'est-à-dire que quand vous avez le permis et qu'on vous dit que vous pouvez toucher à la biodiversité, vous devez partager les avantages avec l'État. Oui. D'accord? Sachant que 80% de la biodiversité est ici, ce serait assez particulier que 80% des avantages retournent à Bercy. Oui, tout à fait. Ouais. Donc il faudrait qu'on puisse aussi être nous maîtres de cette partie-là, pour pouvoir dire, mais les avantages, quels sont ceux qu'on veut? Est-ce que c'est de l'argent qu'on veut? Est-ce que c'est une nouvelle université? Est-ce que c'est des routes? Quel que soit ce soit à nous de dire qu'est-ce qu'on veut et que le partage se fasse avec nous. Et pas que tout nous passe sous le nez et que voilà, qu'on se retrouve encore trusté ou voilà. Donc il y a un aspect, au-delà même de l'aspect, je veux dire, biodiversité, il y a un aspect économique évident. Il y a clairement un aspect économique. C'est d'abord un aspect économique. Il ne faut pas se leurrer. La finalité, c'est ça. Oui. Parce qu'en fait, L'Oréal, par exemple, puisqu'on l'a cité, je prends cet exemple-là, peut effectivement venir utiliser la ressource, mais L'Oréal n'aura aucune obligation de monter une usine en Guadeloupe et nécessairement créer des emplois. Hein. Ils peuvent effectivement, on sait comment ça fonctionne. On sait très bien que les ateliers du monde, surtout en Chine, en Inde ou ailleurs, ils peuvent très facilement effectivement utiliser la ressource et faire travailler la main-d'œuvre ailleurs. Donc, on n'a aucune garantie que ça va créer de l'emploi. Moi, j'ai quand même je ne peux pas m'empêcher de penser effectivement, voilà un pays, la France, qui pendant longtemps s'est battu contre des personnes comme Henri Joseph et d'autres pour que ces plantes-là ne rentrent pas dans la pharmacopée française. Il n'y a pas si longtemps encore, un ministre, Kouchner, a fait tomber le projet. Oui. Et donc, subitement,
eh bien aujourd'hui, cette biodiversité-là est revendiquée par le système. Donc, je pense que la population guadeloupéenne doit être suffisamment lucide pour bien comprendre que hier, ça ne pouvait pas rentrer parce que ça pouvait éventuellement ternir l'image de la biodiversité française. Et aujourd'hui, subitement, eh bien, ça appartient à la nation française. Nous, très sincèrement, je pense, et c'est ce que je ressens moi à travers la revendication, le combat qui est mené, c'est de dire que nous ne sommes pas forcément opposés à cette loi 4, puisque cette loi 4 devait effectivement protéger notre biodiversité par rapport à cette mondialisation dévorante qui nous envahit. Simplement, il s'agit pour nous aujourd'hui d'avoir une bonne lecture de ce qui est proposé et de mettre suffisamment de garde-fous pour nous protéger. Ceci étant dit, nous ne sommes pas non plus dans l'optique de garder cette biodiversité-là et la protéger à vitam aeternam sans pour autant l'utiliser. Oui, donc, il s'agit effectivement aussi maintenant de commencer à réfléchir. Il faut travailler avec cette biodiversité pour créer de la richesse sur le territoire. Que je voulais poser, je ne sais pas qui pourra répondre. Est-ce qu'aujourd'hui, on a l'exemple d'Henri Joseph qui a monté une entreprise à partir de plantes locales. Est-ce que, quand je pose la question, il y a des recherches, des choses qui sont en cours? Parce que, en fait, c'est pas tout de dire aux gens, pas toucher à notre biodiversité, et puis quoi laisser là, on va faire rien veille. En fait, il y a beaucoup de jeunes qui travaillent dans ce domaine-là, mais qui ne sont pas forcément en Guadeloupe. Personnellement, je travaille en collaboration avec d'autres docteurs en chimie notamment, sur des plantes des Antilles. Et justement, ces jeunes ne demandent qu'à revenir dans leur pays pour favoriser le développement des Outre-mer. Donc, il existe beaucoup de jeunes formés dans ce domaine-là, mais qui ne trouvent pas à l'heure aujourd'hui de travail dans les DOM. Donc, il serait intéressant d'utiliser la biodiversité comme levier économique pour le développement et le développement économique de cette Guadeloupe, dans laquelle il y a beaucoup de chômage. Est-ce que dans ces ressources, il y a des choses qui peuvent être développées, je ne vais pas dire facilement, j'ai assisté à l'une des conférences et j'ai vu qu'Henri Joseph expliquait qu'à partir du roucou, on peut faire des couleurs. Il a montré plein de couleurs qui existent dans la nature. Faire de la teinture. De la peinture. Oui, alors, pour comprendre, c'est des chaînes de métiers, c'est vraiment une économie entière qui peut se mettre en place. Oui. Quand quelqu'un fait un médicament ou une crème ou autre chose, déjà, il faut les chercheurs qui la fassent, il faut ensuite la produire, il faut les gens qui vont aller faire le flacon, il faut ensuite des gens au marketing pour aller le vendre, il faut aussi des gens à l'international pour trouver à qui vendent la crème. On a 10, 15 métiers. C'est une grande chaîne, en fait. Voilà. Mais il faut vraiment une volonté. Désolé, une volonté politique, c'est ça aussi, de mettre les choses en symbiose. On a déjà des chercheurs qui travaillent là-dessus. Zizozio passe sa thèse mardi sur les bénéfices autour de la surelle. Et elle travaille là-dessus déjà. Il y a beaucoup de jeunes ici, formés, thésards, qui ont des idées, qui ont les moyens, la capacité intellectuelle de le faire. Maintenant, c'est à voir comment nous, on met tout le reste en branle pour que ça fonctionne. Pour qu'il y ait des chaînes de métiers, c'est pas un seul. Il y a de la place pour tout le monde. À mon sens, il faut une réelle réflexion sur le développement économique à partir de l'or vert. Oui. Je pense qu'il faut une réelle réflexion là-dessus pour voir quels sont les freins actuels qui existent, quels sont les freins en termes de développement, de recherche déjà, ensuite de développement et ensuite de valorisation et d'utilisation. Parce qu'il faut savoir que les process de transformation sont des process qui coûtent cher. Oui. Donc, il faut que ces process soient adaptés aux produits en question. Donc, il y a toute une réflexion à mener, il y a vraiment une politique à mettre en place dans le but de valoriser cet or vert. Donc, c'est un potentiel économique réel qu'il faut prendre en compte et sur laquelle il faut vraiment réfléchir. Il faut une politique de développement. Alors, question à monsieur, je reviens vers vous tout à l'heure, Pamela, question à monsieur Bandou. Traditionnellement, on connaît la Guadeloupe pour la canne et la banane, comme les deux mamelles de la Guadeloupe. Est-ce qu'au-delà, maintenant, aujourd'hui, on est au 21e siècle, est-ce qu'on peut continuer indéfiniment à ne faire que de la canne et de la banane en Guadeloupe? On se bat contre ça. Oui. D'ailleurs, on se bat contre la production de la canne telle qu'on nous l'impose. C'est une production de type colonial. Oui. On nous pousse à faire une production d'exportation, c'est-à-dire qu'on produit du sucre essentiellement pour l'extérieur, on produit de la banane essentiellement pour l'extérieur, on produit du melon essentiellement pour l'extérieur, et historiquement, on a fait du tabac, on a fait des aubergines, c'était pour l'extérieur. Le combat que nous menons chez nous, à l'UPG, c'est effectivement de voir comment on peut aller vers la conquête du marché intérieur. Et donc, aujourd'hui... Alors, qu'est-ce qu'on appelle le marché intérieur?
j'ai demandé c'est quoi nous l'école là. Pour caricaturer aujourd'hui, lorsqu'on mange, quand tu as mangé à midi, ou enfin la majorité des Guadeloupéens mangent à midi, eh bien 80% de ce qu'il y a dans l'assiette, eh bien nous vient par le bateau. Ouais. Jardin aussi bateau. Donc, jardin aussi bateau. Donc, 20% du jardin guadeloupéen. Ouais. Donc, il s'agit effectivement de voir comment on peut, tout en ne se fermant pas au monde, il faut manger un peu de ce qu'on produit ailleurs, mais à mon avis, si on pouvait arriver à 50% oui, mais concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce qu'on pourrait développer? Il y a des gens qui font de l'igname. Oui, mais c'est peut-être mal. Ou de l'ananas, enfin. Mal structuré. Aujourd'hui, il y a des organisations qui se mettent en place. Au niveau des SICA canières, c'était des SICA canières. Aujourd'hui, ce sont des SICA qui élargissent leur potentiel puisqu'ils arrivent à financer des plantations d'ananas, des plantations d'igname. Aujourd'hui, le producteur avait des difficultés peut-être pour écouler sa marchandise. Nous sommes en train de créer des organisations de producteurs, telles que la SICA Petit-Bourg par exemple. Eh bien, aujourd'hui, le producteur, il produit et c'est qu'il a un organisme qui va vendre sa production. Alors, donc, la production hors filière pivot telle que canne et banane est en train de s'organiser. Alors, je pose une autre question encore plus concrète. Est-ce que les cantines guadeloupéennes se nourrissent des produits guadeloupéens parce qu'elles peuvent manger en quillard? De plus en plus, nous étions justement en Assemblée Générale au niveau de la SICAPAC il y a 2 semaines à peine. Je suis obligé de déborder pour il y a 2 semaines à peine. Et bien, effectivement, aujourd'hui, le marché de cette SICA-là, effectivement, c'est essentiellement les cantines, les hôpitaux. Ce qui veut dire, effectivement, que ça commence à rentrer. Par contre, il y a un endroit, à mon avis, il faudra forcer la donne véritablement, c'est au sein de la famille. Oui. Parce que beaucoup d'enfants sont parfois réticents à ce qu'on leur donne dans les cantines parce qu'on ne mange pas ça à la maison. Donc, il y a un travail encore. Parce qu'ils sont nourris au McDo, c'est ça? Il y a un travail encore, au McDo et autres, il y a un travail à faire, effectivement, au niveau de la famille, à tous les paliers, de manière, effectivement, à faire en sorte que, petit à petit, on s'oriente vers notre production, sans pour autant rejeter, effectivement, comme je disais, ce qui est de l'extérieur. Oui, Madame Cohen. Oui, je voudrais vraiment appuyer ce qu'il vient de dire. Nous travaillons aussi avec les cantines scolaires dans le cadre de l'élaboration des menus. Et justement, l'introduction des aliments locaux et des aliments bio est maintenant obligatoire. Et donc, les cantines quand même se heurtent à ce problème d'approvisionnement. Et donc, je suis ravie de savoir que la filière s'organise. Oui. Et j'espère qu'à terme... Vous voulez dire, Madame Cohen, que si vous avez besoin aujourd'hui de 4000 tonnes d'igname en Guadeloupe, vous pouvez trouver ça? Voilà, donc il n'y a pas une production... Vous pouvez trouver? Moi, je peux trouver. Je ne suis pas dit ça pour moi. Moi, je peux trouver. Alors, la filière s'organise tant au niveau de la viande qu'au niveau du végétal. La filière s'organise petit à petit. Et nous poussons effectivement les agriculteurs, parfois même, c'est même pas le rôle des SICA canières, mais les SICA canières aujourd'hui poussent les agriculteurs à diminuer leur superficie en canne, dégager 2-3 hectares sur une exploitation de 10 hectares pour faire organiser la diversification. Alex Mandou, j'ai pu comprendre, et je pense être assez bien informé sur la question, que bien sûr, Bitan nous casse aussi bateau, Jardin nous aussi bateau, mais que la Dominique nous nourrissait de plus en plus. Les agrumes, il y a un problème sur les citrons, sur les agrumes cette année en Guadeloupe. Les oranges viennent de la Dominique, je vois des ignames, Pamela va dans ce sens-là aussi. On voit des ignames qui sortent du Nicaragua ou du Panama, etc. C'est quoi le problème? Patience, d'ici la semaine prochaine, qu'il y a un gros combat qui est mené en Guadeloupe. Si problème dans ça, parce qu'aujourd'hui, nous devons faire des efforts considérables pour organiser la production et en parallèle, nous devons gagner l'argent facile, qui a fait des produits rentrés, qui a concurrencer ces productions-là sur le marché. Et donc, vous qui avez un coût de production, parce que vous voici quand même régime français, européen, vous avez un coût de production relativement important par rapport à ces pays-là, c'est des timounes. Les molécules qu'ils ont interdit d'utiliser, ils vont continuer à utiliser. Mais oui, parce qu'il n'y a pas ni les mêmes contraintes normatives que vous, ni par rapport à les règles européennes. Et mes conclusions, ces productions-là, ça arrive ici à moindre coût. Pour connaître, le portefeuille-là, parfois, pas là avant, donc on a racheté plus facilement, simplement, on continue à empoisonner. Et ça va venir concurrencer en production de qualité que nous n'y avons. Alors, 2 problèmes à identifier. Premièrement, il faut que les familles réapprennent à donner à leurs enfants, à leur progéniture, des aliments locaux. Oui, quand je dis aliments locaux, pas seulement pour eux, ils n'ont pas qu'habité, moi, ils ont bien, mais il y a quelques couscous à marquer, scientifiquement, qu'on trouve le moins. Pour ça qu'on est lié. Pour ça qu'on est lié, moi, ça manque un peu de notre nom. Et
et que progressivement, quand les enfants réapproprient au niveau des cantines. Alors, est-ce que ce combat-là, c'est un combat qui est difficile? Il y a un travail qui a été fait. D'ailleurs, Cap Guadeloupe fait partie du collectif. Et Cap Guadeloupe, c'est une association satellite de l'UPJ. C'est une association que nous avons créée. Il n'y a pas d'agriculteurs dedans. Ce sont des personnes de la société civile, maçons, plombiers, médecins, avocats, enseignants, qui composent cette structure-là. C'est dirigé d'ailleurs par Nathalie Minacci. Et il y a un travail qui est mené depuis quelques années, Manger en nous, à l'école en nous, où il y a, avec Henri Joseph, il y a un travail avec des cuisiniers tels que Joël Kirchner, il y a un travail qui est fait pour aller montrer aux enfants l'exploitation agricole, récolter, préparer le repas, manger ensemble. Et effectivement, ça commence à prendre de l'ampleur. Alors, je voulais simplement dire, attendez, je veux simplement dire à nos téléspectateurs qu'on ne s'éloigne pas du problème de la biodiversité. On est en plein dedans, mais qu'il faut voir les applications pratiques de ces choses-là, notamment au niveau des cantines, parce que ça commence avec les enfants. Si nos enfants ne mangent plus d'igname, ne mangent plus de bananes jaunes, ne mangent que des pommes France et des raisins, etc., ils ne connaissent pas l'abricot Guadeloupe. J'ai regardé un match qui a été en prolongation de la Coupe du Monde et la deuxième mi-temps de la prolongation, j'ai vu les joueurs aller manger un fruit. Oui. Et d'après moi, ils sont bananes, manger. Oui, mais bananes. Alors, donc, ça veut dire qu'il y a un travail à faire au niveau des parents, au niveau des enfants et puis au niveau des collectivités aussi, Madame Kane. Oui, tout à fait. Et donc, juste pour enchaîner par rapport à ce qu'il disait, donc au niveau des restaurants scolaires, donc au niveau des familles aussi, donc ce qui se passe, c'est que quand on propose ces aliments-là aux enfants, les enfants disent qu'ils ne connaissent pas. Oui. Et donc, ils rejettent les aliments pays qu'on peut leur donner en restauration scolaire. C'est un vrai problème, ça. C'est vraiment un problème. Oui. Donc, je pense qu'il est quand même important de... Il y a ce travail-là à faire. Enfin, on ne va pas aborder la géographie de la faim avec... je sais que c'est le cheval de bataille de Mme Aubertin, mais enfin, on ne va pas parler de ça. Mais je voulais maintenant qu'on revienne sur l'aspect... communication, parce qu'en fait, c'est ce qu'on fait ce soir. On est en train de communiquer sur la biodiversité. Quelle est, d'une manière générale, l'attitude des élus guadeloupéens sur cette question, Laurence? Alors, pour le moment, on a contacté tous les députés. Oui. Pour faire déjà une première chose, c'est un acte de pédagogie. Déjà expliquer aux gens qui sont venus à la rencontre de leurs députés ce qui est en train de se passer et donner aux députés l'occasion de dire quelle était sa position. Pour le moment, on est à peu près sur un consensus. On a vu un consensus général. Après, il y aura les décrets pour voir comment on va appliquer les choses. Mais on est sur un consensus général. D'ailleurs, les amendements qui ont été envoyés la semaine dernière sont des amendements sur lesquels il y avait des fois 2-3 députés des DOM, ou même des fois 2-3 députés de la Guadeloupe qui co-signaient l'amendement. Donc, on a vu les députés, on a vu M. Cordano, M. Chalus, M. Lurel, Mme Carabin aussi, et la population. Ces gens ont compris la problématique. Ils ont compris, mais alors il faut comprendre une chose, c'est qu'un député reçoit, a des quantités de lois à voter, a des quantités de textes à défendre. Oui. Et concrètement, si la population n'est pas là pour dire voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a été dit, est-ce que le truc est passé ou pas, ben ça passe à l'as. Donc ce qu'on est en train de faire là maintenant, il n'y a pas vraiment d'opposition, mais on est simplement en train d'être véatif et de proposer des amendements. C'est ce qu'on a fait avec des attachés parlementaires du groupe qu'on a proposé, et qu'aussi voir quand le projet de loi qu'ils vont donner dans le courant du mois, les jours qui viennent, avec les amendements, si ce qu'on a proposé est gardé, sinon, ben, comment on fait pour se battre encore pour y arriver? Alors justement, c'est là que j'ai arrivé avec Pamela Aubertin. Il y a une mobilisation, on peut le dire, qui a commencé en Guadeloupe, qui s'est un petit peu étendue à d'autres régions, notamment en Martinique. J'ai vu que la Guyane et la Martinique ont quand même bougé. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut continuer cette mobilisation au vu de ce qui se passe? Ah oui, bien sûr. Je pense que les enjeux sont très très importants, aussi bien les enjeux financiers que les enjeux sociaux, que les enjeux environnementaux. Donc c'est quelque chose à ne pas louper, puisque la biodiversité, on va se tourner vers ça dans 20-30 ans avec la fin du pétrole et avec les réchauffements climatiques. Donc c'est fondamental. Là, on est en train de jouer, et je pense que c'est important que la population retienne ça. On est vraiment en train de jouer nos cartes pour notre développement. Est-ce qu'on veut être acteur du développement ou est-ce qu'on veut être encore passif? Donc là, c'est fondamental de continuer cette mobilisation. Et ce qui est intéressant avec le groupe pluridisciplinaire qu'on a monté à l'initiative du CAGI, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a travaillé sur une base consensuelle. On n'a pas eu d'opposition avec les élus.
D'ailleurs, certains ont mis à notre disposition des attachés parlementaires, donc on a pu travailler ensemble d'une façon constructive. Sur les amendements, par exemple? Sur les amendements, mais même sur la compréhension de la loi. On s'est entraidés mutuellement. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que la biodiversité fait consensus en Guadeloupe. Elle fait consensus au sein de la classe politique, mais elle fait aussi consensus auprès de la population. Toutes les conférences qu'on a faites... Je profite de l'occasion. Si les gens veulent des précisions sur ce qui est dit, c'est le 80 47 37, le numéro va s'afficher à l'écran. Vous pouvez intervenir en français ou en créole, poser des questions à ces spécialistes qui se feront un plaisir de vous répondre. Continuez. Alors, il y a vraiment un consensus, et ce qui est intéressant, c'est que dans ce sujet-là, on a fait fi de nos différences, puisque même au sein du groupe, on n'était pas forcément tous d'accord sur un certain nombre de choses. On vient de disciplines différentes et on a fait fi de nos différences pour quelque chose de supérieur, pour l'intérêt général, mais aussi pour notre développement dans 20-30 ans. Parce qu'aujourd'hui, la biodiversité, on ne s'en intéresse pas trop. Mais dans 20-30 ans, le pétrole le pétrole de demain, entre guillemets, cessera leur vert. Ça sera la biodiversité. Et c'est pour ça qu'actuellement, il y a une bataille qui se mène, une bataille qui dure depuis les années 80. Là, on est au 3e, 4e chapitre de cette bataille-là. Il y a une volonté de certains gros groupes, comme ils se sont appropriés le pétrole, de s'approprier la biodiversité. Et c'est pour ça que c'est important de bien replacer les enjeux. Juste une question, Pamela, qu'on comprenne bien. Est-ce que ça signifie que la loi qui était en projet a été inspirée par ces gros groupes? Alors, vous savez, la loi, c'est un rapport de force. Oui. Il y a eu une transposition d'un protocole de Nagoya qui lui-même était le fruit d'un rapport de force entre des populations locales, des pays du Sud, des peuples autochtones et des grosses entreprises. La loi reprend un peu ces rapports de force, mais il est évident qu'en France, vous avez quand même des grosses industries agroalimentaires, cosmétiques, pharmaceutiques. Donc, c'est sûr qu'il y a certainement eu une forme de lobbying. Et c'est aussi notre rôle en tant qu'ultramarins, en tant que population ultramarine, de montrer aussi notre volonté de voir que nos intérêts soient pris en compte. Ça fait partie du jeu législatif. C'est comme ça. Monsieur Bandou, vous avez envie de réagir sur cette question? Je crois qu'on a un appel téléphonique. On va le prendre d'abord. Allô? Oui, bonsoir. Vous connaissez déjà? Éloignez-vous un petit peu votre téléphone de la source et posez votre question. Bonsoir aux invités. Attends. Allô? On vous écoute. Oui, voilà. Bonsoir aux invités du canal. Oui, un peu plus fort quand même. Mais on peut parler créole, si c'est créole, on va parler, pas de problème. C'est un créole qui est là. Tout d'abord, parce que les jeunesse là, des petits jeunes là qui sont là, pour dire que ce combat-là, il est enclenché dans le bon sens, parce que nous sommes un pays, nous sommes un peuple, nous sommes une population. Mais ça, ce que j'ai remarqué, c'est que le passé, nous disons le passé, nous avons bel travail qui fait, à peu près 7 maisons. Nous avons bel travail qui fait, c'est combat-là mené. Mais nous aussi, plus de temps, ça va dormir. Si je dis, je ne pas combien de valeur à produire, c'est à fait à voir. Oui. Est-ce que vous avez une question, son appréciation, vous avez une question à poser? Oui. Si je dis là, nous avons la priorité. Nous avons la priorité des petits jeunes. Nous avons déterminé, nous représentons la Guadeloupe, à pays qui se petits jeunes là. Et nous, qui quelqu'un a volé. Quand il dit tout l'instant, on ne pas porter ma mère. Oui. Eh bien, il est trop difficile pour nous démarrer. Alors, on peut poser une question. Est-ce qu'on participe à ces conférences-là que j'ai faites là? Hein? Est-ce qu'on voit dans ces conférences-là, groupe-là, KG et compagnie fait alentour à ça? Moi, je suis en militaire. En militaire, quand il s'agit de militaire. Mais en faisant pas nous les moyens pour nous faire que nous avons de la santé de la zone. Mais on connaît ce combat à mener, c'est pas mal. On connaît ce combat à mener pour nous télévision là. Merci pour tout. On développement intellectuel. Il est dit que c'est pas bon. Qui est bon, on nous doit la parole. Ça veut dire une liberté d'expression la féminine vis-à-vis du canal à présent, c'est que ces petits jeunes là, qui ont débuté, je crois que c'est une édition que je vous ai donnée. Dans les yeux, nous avons une édition. Combien de mots pour quelqu'un de crier, pour que ça porte, on félicitations à travers la que ça fait un doigt de foi, seulement. Et le développement de ces petits jeunes là, qualité. Nous ne pouvons pas nous aller, nous ne pouvons pas qualité, et nous ne pouvons pas qualité, bateau, nous ne pouvons pas voyager. Donc c'est là que c'est ce qui nous a tenté, c'est tout ça, peut-être une bonne politique.
D'accord. Bien, nous quoi dire merci parce que communication là pas très audible, nous pas bien entendre ça, on va dire ça dommage. Ouais. Absolument. Merci de crier. Voilà. Pas occupé, là pour ça. Bien, alors, la question que j'étais en train de poser à M. Bandou, c'est la question de ce qu'on appelle le développement durable. Parce que, bon, l'agriculture aujourd'hui, on parle d'agriculture bio. Est-ce que l'agriculture bio est rentable aujourd'hui en Guadeloupe, comme biodiversité, comme biologique aussi? Et est-ce que c'est une spéculation sur laquelle on peut miser sur l'avenir par rapport à ce que disait Laurence Makeba pour des jeunes qui veulent entrer, comme disait c'est Mme Crane, qui veulent s'investir dans ce domaine-là? Alors, moi, au niveau de mon syndicat, nous pas parler trop de l'agriculture biologique, nous pas parler d'agriculture paysanne. Oui. C'est-à-dire ces concepts-là, on fait, surtout en Guadeloupe, il y avait des exploitations qui le plus souvent pas dépasser 5 hectares, eh bien, ou pas lancer dans monoculture aveugle, d'autant plus que nous connaissons les conséquences de la monoculture, nous voyons ça avec l'ordécone par exemple. Nous avons proposé à travers l'agriculture paysanne des systèmes de production en polyculture élevage, là où on a créé plusieurs ateliers et on a créé une interaction entre ces ateliers-là. Et interaction à ça permet effectivement à diminuer considérablement sur les intrants chimiques qui éventuellement peut utiliser. Nous avons des exemples comme ça que nous pouvons montrer concrets et qui a prouvé qu'effectivement que vous pouvez une exploitation rentable là où on a évolué comme ça. Mais est-ce que ça va créer emploi? C'est ça le problème là? Oui, ça va créer emploi, forcément, ça va créer emploi puisque bien sûr là où on a utilisé moins de produits chimiques qui a facilité le travail, nécessairement à un moment donné on a besoin de main d'œuvre et donc ça peut créer emploi. L'agriculture biologique, Nissan Guadeloupe, rappelez que ça représente à peu près 2% de la surface agricole utile en Guadeloupe. Nissan en France aussi, mais ni toute en spéculation à l'entour ça malheureusement. Nous avons qu'à fleurir en Guadeloupe en lot magasin à produits biologiques, mais est-ce qu'il est réellement biologique parce que donc il a un empreinte carbone conséquent et donc il bio et en même temps il va permettre qu'on va polluer la planète. Donc ensuite troisième élément qui peut être négatif, c'est que malheureusement les gens qui ont fait sérieusement, parce qu'en Guadeloupe nous avons des gens qui ont fait sérieusement, ça peut faire aussi géant en agriculture pour des élites, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui peut payer en telle production. Oui. L'agriculture paysanne, à mon avis, on a pensé que c'est une des chimères. Malheureusement, nous pouvons mettre toute la Guadeloupe en agriculture paysanne, c'était qu'est-ce qu'on a nous, parce qu'on est toute espèce de monde qui est agriculteur et consommateur là aussi, il faut un choix, ça il a acheté, s'il veut acheter un produit de qualité, il a acheté, mais si aussi il veut acheter un produit de moins de qualité, ça c'est pour le problème. Simplement, c'est ça nous avons. Mais je vais revenir ces questions-là posées là, est-ce qu'il y a un lobbying qu'a fait? Je vais supposer. Puisqu'il y a à peine 6 mois de ça, ni en loi qui était sortie, c'est une loi sur la contrefaçon de manière globale. Et loi là, ça, sous couvert de contrefaçon, notamment chinois, ils font un lobbying dont les semences. Et si nous ne sommes pas suffisamment vigilants pour te voir effectivement que les fruits les semences en dinaï, eh bien, je dis là, si vous l'avez passé tel qu'elle a été formulée, eh bien, par exemple, moi, si on a changé au monde, on doit y TPV librement, dis-moi, montrer facture à semence en main. Dès lors qu'on a pas TP facture à semence là, à considérer comme étant contrefacteur. Alors, deux solutions que je proposer à moi, c'est soit il faut laisser me récolter. Parce que ça a fait quand même l'aide des femmes détruites en production, ils ont laissé moi récolter, mais ils ont payé en amende et des royalties à la société là qui était détenteur de semences là. Ou bien, éventuellement, ils ont pu faire. Justement, alors, problème là. Donc ça veut dire tout simplement qu'effectivement, les gros groupes, les semenciers et autres, ils sont très à cheval, ils ont des moyens de pression considérables. Et donc, nous, en termes de rapport de force, c'est la population qui nie effectivement à mettre le contrepoids pour faire effectivement que les députés, les sénateurs trouvent face à la difficulté là, ça ne peut pas trop facilement céder à pression à ces gros groupes là. Ça. Je voulais revenir avec Mme Crane sur ce que vous disiez tout à l'heure à propos des repas pour les cantines. Est-ce que dans ce cadre-là, vous faites appel à des producteurs locaux uniquement ou bien vous êtes obligé d'importer de la Dominique ou des pays environnants, ce qui manque ici parce que j'ai pu comprendre que la filière, enfin M. Bandou vient de le confirmer, est en train de s'organiser mais la filière n'était pas organisée.
Oui, tout à fait. Donc, en fait, les restaurants scolaires, les cases des écoles sont obligés d'importer justement ces aliments qui sont dits pays, malheureusement. Et donc, on importe même des produits qu'on pourrait trouver ici. Oui, voilà. Et donc, cela soulève aussi le problème de la traçabilité, à savoir comment savoir d'où proviennent exactement les denrées. Donc, j'espère qu'au niveau de la filière qui est en train de s'organiser, qu'ils ont tenu compte de cela pour pouvoir garantir l'origine des aliments qu'ils proposent. Donc, ça permettra de faire un peu le tri entre ceux qui viennent de l'extérieur et ceux qui viennent de l'intérieur parce qu'il y a quand même l'amalgame. Donc, en fait, en gros, la production locale n'arrive pas justement à suffire à approvisionner tous les restaurants scolaires, surtout en termes de temps, de timing. À tel moment, on a besoin de telle quantité, il faut pouvoir nourrir les enfants et être sûr qu'on aura justement ces quantités-là. Donc, il faut que les producteurs soient suffisamment organisés pour pouvoir garantir l'approvisionnement de telle ou telle denrée. Alors, moi, ce qui m'interpelle, en gros, on a déjà parlé beaucoup des parents et autre chose, mais il y a ce qu'on appelle, par exemple, nos repas locaux, ça devrait nous interpeller. On parle, par exemple, de riz et courbillon de poisson, on n'a pas de rizière ici. On parle de brandade de morue, la morue ne vient pas d'ici. Oui. Il y a une quantité de pois qu'on n'utilise pas et qu'on parlait tout à l'heure de gens qui vont... non plus, alors. C'est pas ce que je dis, ce que je suis en train de dire, ce qu'on est en train de dire. Voilà, voici les portées dans la gastronomie créole, voici ce qui est mangé pays. Et il y a des quantités de pois qu'on ne connaît pas et qui sont beaucoup plus nourrissantes. Une cerise acérola, c'est 100 fois plus, je ne sais plus combien de fois plus, d'une pomme qui en plus quand elle arrive ici, elle est déjà remplie, repassée sous une tonne de pesticides. Elle peut rester 3 mois dans un fruitier sans avoir de problème. Ionisée. Voilà. Donc il y a aussi cette réflexion-là qu'il faut avoir. Et pour tous ceux qui veulent manger bio, qui achètent justement les lentilles, les boulgours, en fait tout le reste des magasins bio, il y a des pois ici qui remplacent très très facilement l'apport en protéines pour une journée ou pour un adulte. Donc il y a aussi tout au-delà de simplement d'expliquer aux parents qu'il faut remettre du poids dans leur repas, mais il y a vraiment une réflexion à avoir qui est bien plus profonde que ça en gros. Et donc ça que les associations comme Cap Guadeloupe ou les autres sont aussi importantes. Oui, il y a un travail effectivement qui a commencé et qui doit se poursuivre. Mais simplement j'ai envie de dire que c'est quasiment normal que les produits des pays des pays du cercle caribéen rentrent ici, hein, puisqu'à travers les accords ACP, il y a ce qu'on appelle des negative list, qui empêchent et eux ils sont libres de déverser chez nous, mais nous pas, puisque l'Europe s'engage à ne pas livrer chez eux. Mais ils peuvent livrer en Europe, mais nous sommes l'Europe. Donc, nous sommes l'Europe. Nous sommes. Pas pour moi, ma petite. Ah, d'accord. Structurellement parlant, vous ne le voulez pas, nous c'est l'Europe. Et donc, il peut déverser. Donc, c'est normal que la production là arrive. Bon, je viens de le dire, aujourd'hui, la production s'organise avec des difficultés, certes. Que ce soit en végétal ou en animal, ça s'organise. Simplement, nous avons encore quelques renégats en Guadeloupe qui vont dans ces pays-là par l'argent facile, qui font entrer ces productions-là. Ce sont des Guadeloupéens même, qui font entrer ces productions-là ici et qui, malheureusement, viennent concurrencer déloyalement la production guadeloupéenne. Et nous sommes tributaires de ça, puisque nous sommes contraints d'établir notre prix de vente par rapport en fonction alors, il faut dire Guadeloupéen, là, il faut acheter, garder l'étiquette là. Parce que je me suis fait. Il n'y a pas longtemps, je voulais acheter du miel. On comprend que c'était miel Guadeloupe, on l'a regardé bien, c'est miel sorti de Saint-Domingue ou à Cuba. Et ça, c'est un problème. Alors, la traçabilité. Oui, la traçabilité. Alors, Pamela, on ne va pas vous frustrer sur la question, mais non, on va aborder, puisqu'on est sur la biodiversité, on déborde un petit peu, mais il faut que les choses se comprennent et se complètent. Il y a quelques années, il y a peut-être 2 ans, vous disiez qu'il y aurait peut-être un jour des problèmes de la faim en Guadeloupe, vu qu'au bateau, manger en océan bateau qui arrive, etc. Est-ce que vous êtes aujourd'hui, puisqu'on est au cœur du problème aujourd'hui de la biodiversité, on vient de parler de la mise en place de filières de développement alimentaire et agroalimentaire, est-ce que vous êtes plus pessimiste ou plus optimiste aujourd'hui? Je dirais que je suis mitigée. Quand je regarde la situation internationale, je me dis que si on continue à, comme l'expliquait Alex, à consommer 80% de ce que nous mangeons de l'extérieur, nous allons être vraiment, mais vraiment dans de gros problèmes. Pourquoi? Puisqu'au niveau mondial, la production est en train de diminuer.
partout, les surfaces de terres agricoles diminuent à cause de la sécheresse, à cause de la pollution. On l'a vu, le climat se réchauffe, vous avez des sources d'eau qui diminuent. En 2025, 2/3 de l'humanité seront privés d'eau, donc moins d'eau, moins de terres agricoles, moins de diversité. On parle de la biodiversité, mais la biodiversité est en train de disparaître drastiquement. C'est pour ça que... Même en Guadeloupe. Oui. C'est pour ça qu'elle prend beaucoup d'intérêt, parce que justement, elle disparaît. Donc, toutes les conditions de production sont en train de s'effondrer. Le système est en train de s'effondrer. On ne le voit pas encore, mais c'est un système qui est basé sur l'illusion. Donc, le mode de vie qu'on avait d'aller dans un supermarché et de voir une quantité de produits qui arrivent du monde entier, eh bien peut-être dans 20-30 ans, si la trajectoire se poursuit, à mon avis, elle risque de se poursuivre, eh bien, ça sera fini. C'est-à-dire que dans 20-30 ans, vous ne pourrez plus aller dans un supermarché parce qu'il n'y aura plus grand-chose. Oui, mais et ça, c'est au niveau de l'importation, mais au niveau de la production alors, c'est pour ça qu'au niveau de la production locale, il faut s'organiser. Il faut s'organiser pour pouvoir anticiper. Et c'est le problème du siècle, de ce 20e siècle, et c'est le problème des populations et des politiques, c'est qu'on a du mal à se projeter dans 20-30 ans. On a du mal à prendre les décisions courageuses qui s'imposent pour éviter cette catastrophe. Et d'ailleurs, et je terminerai par là, le rapport du groupe international d'études sur le climat, c'est un groupe d'experts scientifiques, ils vous disent que les gens qui vont pouvoir résister au réchauffement climatique qui est en train de se faire, ce sont les gens qui auront anticipé. Ce sont des économies résilientes. Résilientes, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que ce sont des gens qui se débrouillent par eux-mêmes et qui, par exemple, chez nous, si on prend notre cas, qui utilisent leur biodiversité pour produire, pour se nourrir, pour se loger, au lieu d'aller prendre des choses extérieures. Ça s'appelle la relocalisation. Alors, voilà. Donc, si je comprends bien, j'essaie de chaque fois de traduire ce que vous avez dit, mais c'est intéressant. Non, mais ça a été clair, En fait, la question de la biodiversité qu'on a abordée, finalement, ne se limite pas simplement à faire des amendements et vouloir que cette loi ne s'applique pas uniquement de façon globale en Guadeloupe, mais ça pose des problèmes beaucoup plus profonds. Et je pose la question à M. Bando aujourd'hui, le problème des terres agricoles. Est-ce que les terres agricoles en Guadeloupe continuent à disparaître à horizon de 1000 hectares par an? Oui. Oui, les terres continuent à disparaître. On veut faire de la Guadeloupe un pays de route. Ouais. On veut faire un pays d'hôtels. On veut faire un pays de... Alors que si on avait effectivement une politique d'aménagement du territoire, on pourrait échapper à ça. Effectivement, il y a quand même 1000 hectares qui disparaissent chaque année. Et donc, il s'agit effectivement là de réagir, de faire en sorte effectivement de préserver les 30 ou 35 000 hectares de terres agricoles. Mais je vais vous poser ce problème-là de façon continuellement. Oui. Continuellement, mais bon, ça, on pense... On n'est pas entendu. Oui, on est entendu, puisqu'il y a beaucoup de choses que nous disions il y a 10-20 ans, les gens se l'approprient aujourd'hui. Pour nous, c'est une victoire. Donc, je pense très sincèrement que... Par contre, moi, ce que je voulais aller dans le sens de Pamela, c'est de dire qu'effectivement, je vais faire de l'Henri Joseph là. Oui. C'est de dire qu'effectivement, au bout de 40 ans, lorsqu'il n'y aura plus de pétrole, eh bien, faire venir du manger de l'extérieur va coûter excessivement cher. Et donc, si nous ne relocalisons pas tel qu'elle le disait là, sinon on ne relocalise pas, on ne réapprend pas à vivre tel que le pays là. Et bien, conclusion, on va, comme les autres peuples, le faire. C'est vraiment la notion de développement durable, en fait. C'est vraiment la notion de développement durable qui inclut le volet économique, le volet social et le volet environnemental. Et donc, vraiment, c'est la vision du futur. Et dans le développement durable, on a aussi le volet de biodiversité. Donc, c'est vraiment une notion qui englobe la partie économique, sociale et environnementale, indispensable pour un développement homogène des territoires. Mais le foncier agricole, c'est quelque chose, mais la biodiversité, c'est un autre niveau. Hein. Oui, bien sûr. Non, j'ai voulu quand même aller sur des terrains un petit peu plus compliqués. Ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que la biodiversité disparaît, alors il faut comprendre que la Guadeloupe et la Martinique aussi, d'autres territoires, sont parmi les 34 territoires qui sont déterminés comme étant réserve mondiale pour le reste de l'humanité. Oui. C'est-à-dire qu'ici, on a un certain nombre de plantes endémiques qui n'existent qu'ici, qui n'existent pas ailleurs. Oui. Et après, il y a des plantes endémiques de la région, mais il y a des plantes endémiques de la Guadeloupe aussi. Et on est hotspot aussi, ça veut dire qu'on est en train... Voilà, donc ça veut dire qu'on est point chaud de la biodiversité, qu'on est en train de perdre à vitesse grand V des espèces. Des espèces qui n'existent qu'ici,
on est en train de les perdre à vitesse grand V. Donc en gros, c'est bien effet. On est en train de les perdre. On est en train de les perdre déjà. Donc maintenant, il faut qu'on fasse. Oui. On est en train de les perdre. Voilà. Chaque fois que vous détruisez des espaces verts, chaque fois que vous construisez des routes, et je le vois depuis mon arrivée en Guadeloupe, que vous construisez des maisons, vous êtes non seulement en train de vous couper d'un nouveau modèle de développement, vous êtes en train d'éliminer l'or vert. Il faut dire nous. Alors nous sommes en train, nous sommes en train d'éliminer l'or vert, nous sommes en train d'éliminer des potentiels d'emploi, nous sommes en train d'éliminer des potentiels aussi qui nous permettront de résister aux impacts climatiques, nous sommes en train de réchauffer la planète. Bref, nous sommes en train de créer une série de problèmes et donc il ne faudra pas s'étonner, si on continue sur cette voie-là, d'avoir des situations de famine croissantes, d'avoir des situations de violence très importantes et d'avoir des situations d'insurrection. C'est maintenant, l'avenir se prépare maintenant. Et ça commence, moi je dis toujours, les changements, vous savez, ça ne commence pas forcément avec des grandes choses, ça commence petit à petit. Et je suis d'accord avec Alex, c'est important de préserver non seulement les terres agricoles, mais tous les espaces de biodiversité. Vous voyez vous voyez un champ vide, vous voyez des mauvaises herbes. Or, ces mauvaises herbes-là, que vous croyez des mauvaises herbes, eh bien, des fois, ce sont des remèdes de demain. Ça peut même être des remèdes du chikungunya. Ça peut être le remède du chikungunya. Il y aura arraché ça comme ça parce qu'on ne sait pas à quoi ça sert. On ne sait pas à quoi ça sert. Alors, j'avais dit l'autre jour dans une émission avec les gens de l'ARS sous le couvert d'Henri Joseph que pour le chikungunya, c'est encore une extension. Que finalement, paracétamol-là, après ça émeillé. Et j'avais donné 2 ou 3 plantes. On m'a dit, bon, je ne suis pas chimiste, donc je ne vais pas insister là-dessus. Mais en tout cas, sur la question des remèdes rasiers, ce qu'on appelle les remèdes rasiers, ça rentre aussi dans la sphère de la biodiversité qu'il faut préserver. Oui, clairement. Ce sont des savoirs traditionnels qu'on a transmis de génération en génération qui font que la population de Guadeloupe, en général, la population d'outre-mer, a un rapport particulier à cette biodiversité qu'il faut qu'on ait en mesure de pouvoir dire ça vous pouvez toucher, ça ne touchez pas, voici comment il faut le faire ou autre. Et ce serait embêtant que les gens arrivent ici, tout bêtement, quand vous avez des problèmes gastriques, on vous donne du Gaviscon ou autre chose. Si avec le roucou, les feuilles de roucou, vous pouvez faire des pansements. Oui. Donc ça peut être tout bêtement un nouveau remède qu'on peut faire tout simplement, mais quelqu'un qui sort de l'étranger, qui aurait pris 10 ans, 15 ans à étudier le roucou, à voir qu'est-ce que je peux faire avec ma chaîne. Vous avez dit quelqu'un est en train de faire un travail sur les surelles, c'est ça? Voilà, mais si on arrive, elle a découvert des choses qu'on ne savait pas, mais il y a des remèdes rasiers, c'est quoi? C'est des savoirs qu'on transmet. Donc, quand vous avez une liste de remèdes rasiers, vous arrivez, vous prenez dedans, ça fait 10-15 ans de recherche que vous avez gagné. Oui. Donc, ça fait 10-15 ans qu'il faut remettre aussi à la population qui a trouvé ce savoir-là. Là, on va entrer dans le scientifique volontairement. Madame Crane, vous êtes phytochimiste. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez fait de phyto et de chimique? Non, enfin, j'imagine que... Non, tout à l'heure, vous avez parlé de travaux faits par des jeunes Guadeloupéens qui ne sont pas ici et qui font des recherches. Alors, est-ce que, du point de vue... Bon, moi, je parle des recherches appliquées. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent déboucher sur des choses concrètes? Oui, tout à fait. Donc, en fait, la valorisation de certaines plantes, et notamment en cosmétologie. Donc, ce sont des travaux qui sont... Cosmétologie, c'est-à-dire... le maquillage. Le maquillage, ou bien les crèmes. Les crèmes, oui. Les crèmes anti-vieillissement, protection de la peau, etc. Avec les principes actifs de nos plantes. Et donc, la valorisation de ces plantes-là en cosmétologie, en parfumerie aussi, il y a aussi des débouchés. Il y a aussi de petites jeunes qui travaillent là-dessus aux Antilles. On peut espérer. Pour les savons aussi, la production d'huile essentielle, pour les teintures. Il y a de multiples débouchés qui existent et qui sont en ce moment explorés et qui méritent d'être valorisés, d'être aidés, d'être accompagnés justement pour un meilleur développement et un développement à une meilleure échelle. Ça veut dire, Pamela, qu'en matière de politique publique, parce qu'on en parle de politique, qu'il y a tout un travail d'explication à faire à nos élus, leur dire concrètement, mais ça nous peut faire pour ce pays-là, etc. Et proposer des filières, parce qu'en fait, il faut de l'argent. Il faut une volonté, mais il faut de l'argent. Il faut une volonté, il faut aussi une vision sur le long terme. Et c'est justement ce que peut apporter des groupes citoyens, c'est de montrer aux élus, eh bien, regardez, nous, on vous propose un projet d'avenir sur 20-30 ans, sur voire 40-50 ans, une nouvelle voie. Et après, c'est de discuter avec les élus, parce qu'effectivement, un élu, il ne peut pas tout connaître.
connaître. Oui. C'est un domaine assez technique, assez particulier. Donc, je pense que là aussi, le citoyen a son mot à dire. Le politique doit s'investir, mais il ne peut pas tout faire. Il doit s'investir. Il doit peut-être s'entourer d'experts aussi, pour l'aider à comprendre, pour l'aider à prendre des décisions. Et je pense que aussi bien à l'université qu'ailleurs, il y a de plus en plus d'experts en Guadeloupe, d'experts guadeloupéens formés, qui s'y connaissent dans leur domaine. Donc je pense de faire appel à eux. Et puis d'avoir cette vision sur le long terme, d'anticiper les changements, tout en créant des emplois pérennes et non des emplois, je dirais, non d'avoir un développement boiteux qui s'appuie toujours sur l'extérieur. Je pense qu'il faut qu'on sorte, et je reprends un peu ce que disait Alex, qu'on sort de cette monoculture même, de la monoculture agricole, mais même de la monoculture, par exemple, commerciale, économique. Il faut qu'on se diversifie en s'appuyant sur nos bases. Oui, alors on a un dernier appel, parce que l'émission est pratiquement terminée. Oui, on vous écoute, bonsoir. Monsieur Larsen est de retour. On vous écoute, si jamais on peut vous écouter. Bon, visiblement, même vous... Oui, allez-y, on vous écoute. Vous êtes trop près de votre poste de télévision, c'est ça qui cause l'effet Larsen. Faites un dernier essai. Oui, allez-y. C'est mieux? Oui, c'est un peu mieux. Oui. Et bien, moi, Ah. Oui. Bon. Bon, ben, on ne saura jamais. Juste une précision concernant les amendements. Oui. Bon, on annule parce qu'on ne s'entend pas là. Oui, mais Madame Claire. Oui, il faut savoir qu'il y a eu, sous la loi, plus de 321 amendements, justement, concernant la loi sur la biodiversité, et notamment sur la gouvernance, parce qu'il y a un souci concernant la composition même de cette agence française de biodiversité, et qui cause problème. Donc, il y a encore des amendements prévus sur cette thématique concernant la gouvernance qui est à revoir. Et donc, ils disent qu'il y a, au niveau de la gouvernance, que l'agence aura 2 ans pour justement revoir un peu cela. C'est ça que j'avais dit, poser la question à Pamela ou à Laurence Makaba. Quel va être le calendrier là? Puisque du 24 au 26, des commissions ont été mises en place, des amendements sont proposés. Le final, c'est quand? Alors là, en fait, on est en attente du rapport, puisque la loi normalement aurait dû être votée entre le 24 et le 26 juin. Ça n'a pas été le cas, vu qu'il y a eu un changement de ministre. Donc, du coup, là, la loi est passée en commission du développement durable. Donc, il y a une commission avec un certain nombre d'élus. Le ministre responsable, c'est Madame Ségolène Royal. Oui. Voilà. Et donc, cette commission est chargée de faire un rapport. Ce rapport n'est pas encore disponible, mais une fois qu'il sera disponible, eh bien ça va être à partir de ce rapport et de ce projet de loi amendé que les députés vont se pencher dessus. Donc nous sommes en attente de ce rapport pour voir justement est-ce que les amendements des ultramarins ont été pris en compte, et ensuite, eh bien, est-ce que lors du processus législatif, donc notamment à l'Assemblée nationale avec les députés, est-ce que justement les amendements vont être préservés, ou est-ce qu'il va falloir en insérer d'autres? Et ça risque d'être au mois de septembre, donc il va falloir continuer la mobilisation, être présente, parce que dans une loi, dans un processus législatif, il faut être là jusqu'à la fin. Parce que j'ai déjà vu des lois où un amendement qui était en faveur d'une population a été retiré au dernier moment. Donc il faut mettre la pression et être là jusqu'à la fin. On dirait qu'il faut être véatif. Je crois que Laurence avait dit. On va vous remercier. Une dernière question à M. Bandou sur ce que disait Pamela sur l'organisation sur la durée, la vision. Est-ce qu'à l'UPG, vous commencez à y penser? C'est le rapport de force. C'est-à-dire qu'à mon avis, il faut que le rapport de force persiste sur le terrain. Mais avec la société, ça n'est pas le problème des agriculteurs, mais c'est le problème de la population guadeloupéenne. Moi, je peux pour parler à mon peuple un petit peu. On peut parler. Un peu d'antibitin. Oui, dis. Puis bien comprendre. Terre à terre, peut-être, mais bien comprendre. On a parlé beaucoup de l'or vert. Moi, j'ai pris un exemple l'autre jour dans une réunion. Je disais qu'on a connu la période de l'or
aux États-Unis, la Rivière Law. Oui. On a vu qu'on a dépossédé la population autochtone de cette matière-là. Oui. Ensuite, on a vu un territoire tel que le territoire africain, qui est un pays riche, un territoire riche, un sous-sol riche, un terroir pour l'agriculture riche, mais pourtant, il y a qu'il y a des ONG parce qu'il y a bien meilleur. Il faut y manger quand même, ONG gouvernementale, mais n'empêche qu'il y a exploiter tout ça sous-sol à Yoni. Alors, demain, on sera à l'ère de l'or vert. Nous avons la chance de posséder cet or vert-là sur notre territoire. Est-ce qu'on va se laisser déposséder de cette richesse-là, qui est de fait notre patrimoine? Est-ce qu'on va se laisser déposséder de cette richesse-là? Est-ce qu'on va déposséder nos enfants? Aujourd'hui, nos enfants, je pense que sincèrement que la population guadeloupéenne doit réagir. Oui. Non, la population doit réagir. L'or vert là, c'est en nous, c'est ça? C'est en nous. D'ailleurs, pour ceux qui veulent nous rejoindre et qui veulent participer aux conférences tout savant, il y a une page sur Facebook. C'est Notre Biodiversité, Notre Avenir. Voilà. C'est tout simple. Et la page Facebook, c'est quoi? Notre Biodiversité, Notre Avenir. Voilà. D'accord. Il y a des. Alors, c'est la pause pendant les vacances? Non, il y aura. Normalement, il y aura une prochaine conférence avec un député au mois de juillet. On espère, monsieur Jalton. Donc, on attend le calendrier pour voir. On attend de recevoir le texte quand l'émission va finir. Justement, à ce propos, il est question de voir avec le député maire de la mise en place d'une conférence sur la biodiversité pour informer la population, Abimène notamment en tant qu'élu délégué à l'agenda 21 développement durable que je suis en fait. D'accord. Ben, je crois qu'on n'a pas tout dit sur le sujet, c'est évident, une heure on ne peut pas tout dire, mais enfin on a contribué à essayer de faire comprendre un certain nombre de choses, faire passer un certain nombre d'idées. On vous remercie Pamela Roberton, on remercie Laurence Macabra et M. Mandou, on avait promis de faire l'émission avec nous et Madame Crane aussi, pas Madame Avril, Madame Crane, je ne sais pas comment vous appelez Madame Avril, Madame Crane, et à tous les gens qui nous ont regardés, ben, merci. L'émission est rediffusée dimanche, donc 6h point Yachi, mais je n'ai pas de temps point tout. Dimanche à quelle heure? Dimanche après-midi à partir de 14h. Sinon, désolé pour les gens qui ont essayé d'appeler, mais on a peut-être sûrement un problème de téléphone, mais on aura l'occasion peut-être au mois de septembre de revenir sur le sujet. J'espère en tout cas venir porter de bonnes nouvelles. Oui, j'espère aussi. Oui. Ben, merci à tout le monde qui était avec nous et puis on se retrouve mercredi prochain pour une prochaine émission. Je rappelle que vendredi, le CDLP sera consacré aux problèmes audiovisuels, mais nous allons aborder la question de l'université, de l'ex-université Antilles-Guyane, au travers d'une émission de débat qui aura lieu ici vendredi. On se donne rendez-vous, donc bonnes vacances pour nous. Voilà, salut, bonsoir, à la semaine prochaine.